T'es européen, hein? En Corse, l'arme fait partie de notre culture. On baigne là-dedans, hein, dès qu'on est. Hein. En Corse, en général, lorsqu'un gosse naît, il a déjà dans une main, il a le code électoral, c'est vrai, et dans l'autre, il a un katana, qu'on appelle. Un katana, bon, c'est une arme ancienne. C'est vrai qu'il y a des armes en Corse, il y en a toujours eu, je pense qu'il y en aura toujours. Il y a une grande affection pour les armes, pour l'armement, dans une grande partie de la société corse. Il y a une période où quand même on pense qu'il faut être armé. On sort, on s'habille et on s'arme. Ça fait partie d'une fascination aussi, quelque part. C'est fascinant. Hein. Les gens réussissent avec des clichés. Les Corses avec les armes, etc. On arrive les bolcheviks avec les couteaux. Enfin, et c'est pareil. Et c'est vrai que c'est fatigant. Il n'y a pas de société pauvre qui ne soit pas une société violente. Il n'y a pas de lien, si vous voulez, direct entre le fait d'être armé et d'être violent. La violence endémique, c'est selon le prisme que l'on choisit. On peut y voir le bandit, on peut y voir le résistant qui défend pied à pied sa terre. Il y a beaucoup de choses qui ont l'air spéciales en Corse, parce qu'on compare à la France continentale. Les sociétés, c'est comme les individus, ils sont le fruit de leur histoire, de leur anthropologie sociale et culturelle, et surtout de l'éducation et de l'exemple dont ils vivent. La première arme que j'ai vue d'abord à la maison, mais c'est dans la cave chez moi, c'est un petit fusil italien. On appelait ça les carcanes. Donc, moi je crois que c'était pour les enfants d'ailleurs. Donc je me souviens l'avoir trouvé en fouillant un peu avec les boîtes de munitions italiennes. Donc après, c'était de temps en temps, c'était quoi? On le dérobait, on allait tirer pour s'en servir. Hein. Voilà. Et puis bon, aussi c'est tout, ce qu'on faisait quand on était enfant, c'est que nous on accompagnait les adultes à la chasse. Et des fois, alors vraiment, quand on commençait à devenir, on faisait partie des grands, alors au départ on commençait à porter la gibecière. Et puis quand on commençait à être vraiment un grand, on commençait à porter le fusil. Et puis après, bon, beaucoup d'armes aussi. J'ai touché beaucoup d'armes dans ma vie. J'ai dû commencer à tirer à l'âge de 6 ans et demi, 7 ans, avec un 6,35, le français. C'est ma mère qui m'avait appris au village. Ensuite, à l'âge de 12 ans, on m'a fait cadeau d'un fusil à un coup, d'un fusil de chasse à un coup, pour aller au pigeon. Et puis j'ai continué tout le temps comme ça. Je pourrais vous citer le cas, il y a pas mal d'années, d'un monsieur qui, chaque fois qu'il avait un petit-fils qui naissait, il venait lui acheter un fusil. Et je peux vous dire qu'on lui en a vendu plusieurs. Une femme, on peut comprendre quand on porte, par exemple, la bague de sa grand-mère, la croix d'une arrière-grand-mère ou d'une tante. Et chez les hommes, c'est pareil. Je veux dire, ils ont l'arme du grand-père. C'est un suivi dans la famille. L'enfant, depuis son plus jeune âge, quand il lève les yeux sur les murs, bon, il voit une arme exposée. Donc il apprend déjà, il découvre cette arme, il vit avec. Pour lui, c'est un ustensile, au même titre que
que, je dirais, la poêle qui sert à griller les châtaignes ou la grosse marmite qui faisait la grosse soupe familiale. C'est quelque chose qui faisait partie intégrante de tout un univers qui était basé sur le culte de l'arme. C'est une société agro-pastorale, c'est une société de montagne où effectivement, eh bien, avoir un bon fusil, c'est aussi une garantie d'avoir un fonctionnement d'une arme normale qui ne vous pète pas la figure chaque fois que vous en servez. Dans chaque famille, il y a au moins une arme, au moins une arme par personne déjà. Donc on a toujours eu des armes. Voilà. Et on dit que c'est une passion, moi je dis souvent que c'était une nécessité, parce qu'il y a eu quand même 13 invasions en Corse depuis qu'il existe. Cette nécessité de se défendre implique nécessairement le recours aux armes. Une île, un territoire aussi géographiquement délimité qu'une île, est toujours l'objet de convoitises extérieures, et que pour peu qu'il y ait soit des intérêts, soit mis en jeu un sentiment d'appartenance à un groupe assez marqué, à l'identité assez forte, on éprouve toujours le besoin de se défendre contre ce qui vient de l'extérieur. Si on regarde l'histoire de la Corse a subi depuis la nuit des temps des invasions et ça a été du sang et des larmes tout le temps. Et donc pour se préserver contre ces invasions et contre ces attaques, eh bien, l'arme individuelle a fait son chemin dans l'âme corse et c'est cette tradition qu'on retrouve chez nous. Voilà. Alors, donc là, c'est ma petite salle d'armes, c'est 30 ans de passion, de collection. Vous voyez qu'on n'arrive plus à y rentrer parce qu'au bout de 30 ans, on entasse les choses et on a la passion des objets qu'on collectionne. Alors évidemment, on est gagné par la place. Il va falloir que j'essaye de m'agrandir parce que je ne sais plus où les mettre. Cet engouement, je crois qu'à la fois, il est visiblement très ancien, hein, et là, c'est vrai qu'à la fin, on se trouve, à force de remonter le temps, on se trouve devant un mur, hein, ou devant l'inconnu, hein, parce que visiblement, ça existe depuis la préhistoire. Bon, pourquoi est-ce que ça existait dans la préhistoire? Puisque là, on n'a pas de texte pour nous l'expliquer. Bon, visiblement, ça existe déjà. Bon, pourquoi? Les sociétés préhistoriques de cette époque, celles du Nord, étaient sans doute des sociétés essentiellement pastorales. Alors que dans le Sud, on avait une société qui était structurée de façon tout à fait différente, avec comme économie essentielle l'économie agricole, plus un élevage de bovidés, et l'accumulation des richesses fait qu'il y a eu certainement dans la partie méridionale de l'île, des conflits plus importants que dans le nord. On trouve en effet des statues menhirs armées, par exemple, sur des sites qui sont naturellement défensifs, comme les perrons de Philithose. Vous avez vu sur les menhirs de Philithose des armes blanches, elles n'étaient pas blanches, elles étaient jaunes, puisque c'était des armes de l'âge du bronze. Donc, vraisemblablement, on a utilisé en Corse des armes blanches dès 5 à 10 siècles avant Jésus-Christ. Nous
Nous sommes entre 500 et 1000, si vous voulez, dans cette période qu'on appelle le Haut Moyen-Âge. Et l'épisode le plus fort de guerre, de résistance, c'est celui des Sarrasins, contre les Sarrasins. C'est aussi un des plus mal documentés, si ce n'est par la tradition orale. En revanche, si on prend, et on doit prendre la chronique de Giovanni Diagrosa, le grand chroniqueur médiéval de la Corse, je suis frappé premièrement de l'omniprésence des armes, aussi bien pour au temps de la guerre entre les Génois et les Aragonais, avec la participation forte des Corses contemporains, que pour la période antérieure, proprement féodale, 11e, 12e, 13e siècle. Il insiste par exemple sur les importations des armes pisanes faites à cette époque-là, et il montre à telle ou telle occasion tel seigneur armé de dagues, de coutelas venus de Pise. Il montre aussi dans la panoplie du guerrier les armes que l'on va chercher à l'extérieur, en particulier en Sardaigne, la Sardaigne spécialisée dans les armes de jet, dans les lances et les javelots. Et puis la poudre est arrivée au 14e siècle, 15e siècle. Les premiers qui ont utilisé des bombardes, c'est le siège de Bonifacio, par le roi d'Aragon. Donc tout ça, là, on a commencé à voir arriver d'abord des canons, des bouches à feu, souvent par la marine. Et puis, à partir des années 1550, après les guerres, et pour des raisons qui sont simplement liées donc à ces guerres, il y a introduction d'armes à feu plus performantes, particulièrement comme arme à feu l'arquebuse à mèche et ensuite l'arquebuse à rouet. Je vais vous raconter une anecdote sur les armes anciennes. À une époque, on a inventé l'arme à rouet. L'arme à rouet, c'est une espèce de... C'est un système de mise à feu, le rouet, qui était beaucoup plus rapide, parce qu'avant, j'avais un système de feu à mèche. Et encore, de suite, dès que les armes sont arrivées, les armes à mèche, bon. Et puis, on a inventé ce perfectionnement, les armes à rouet. Et donc, l'arme à rouet est beaucoup plus rapide, dès qu'on appuie, ça tire. Et interdiction par les Génois. Ça a été interdit aussitôt. Ce qu'ont fait les Corses, ils ont remis la mèche et le rouet dans la poche. Ils se promenaient avec la mèche, mais quand ils devaient tirer, ils fixaient le rouet sur l'arquebuse. Ça c'est une arme à rouet, donc elle est fine, donc on voit que c'est une arme de chasse, c'est pas une arme militaire. Cette arme à rouet, c'était vraiment les premiers mécanismes de système qui permettaient d'avoir une arme portative. Et il y avait là-dedans, dans les mâchoires du chien, de la pyrite de fer qui enflammait la poudre qui était dans le bassinet. Et cette poudre, elle enflammait ensuite la charge principale qui était dans le canon. Et donc le coup partait. Alors souvent, ça faisait long feu. C'est ce qu'on appelle faire long feu. Parce que on visait, on appuyait, ça faisait... Et puis, boum! À mesure que le culte de l'arme et la culture de l'arme a permeé la société, s'y est imprégnée, tout doucement, elle a commencé à avancer cette culture des armes dans les domaines, y compris ceux auxquels elle est le plus opposée, la religion, par exemple, ou les fêtes traditionnelles. Un mariage et un baptême ne sont pas des lieux qui devraient être privilégiés pour faire la fête avec des armes. J'ai pris à distance qu'il tire. Hein. Moi, tenir compte que vous faites la bénédiction, il tire. Hein. Ne change pas les traditions. Hein. Mais moi, je ne veux pas devenir sourd à cause de ça. Ah, mais vous ne deviendrez pas sourd, vous inquiétez pas. Viens là. C'est un signe de joie et d'allégresse. Il ne faut pas donner une connotation
qui n'est pas la sienne aux salves. N'est pas la sienne. Quand on tire avec la Kalachnikov contre une personne, oui, je suis contre. Mais ça veut dire aussi qu'il faut une certaine modération dans la tradition. Voilà. Il ne faut pas que les coups de fusil étouffent le chant et la prière. Il les faut, mais avec modération. Culte des ancêtres, c'est vrai, crainte multimillénaire pour la sécurité, c'est vrai, mais je pense qu'il faut ajouter autre chose, c'est que dans ce pays, les agressions ont toujours été extérieures et en même temps, elles ont été doublées par une véritable guerre civile interne. On voyait par exemple des vendettas qui étaient l'archétype de l'échec de la justice. Des vendettas se développaient avec des dizaines de morts pour des causes futiles. Eh bien, ça, ce sont des stylés, donc ça, c'est déjà un peu stylé bijou, hein, c'est 19e siècle. À l'époque, ils s'en servaient déjà de moins en moins pour faire la vendetta. Oui, il y a des inscriptions mortes, toujours vengeresse, hein, vendetta, morte. Plus le stylet était riche, décoré avec de la nacre, de l'ébène, de l'ivoire, et plus le gars était quelqu'un, c'était un Joe. Et puis après, vous aviez les stylets tout simples comme ça, du gars qui avait peut-être pas les moyens, mais c'était aussi efficace. Bon, ça, c'est aussi 19e. D'abord, c'était un besoin de survie. Les gens étaient armés parce que il y a toujours eu beaucoup de vendetta et d'esprit de vengeance qu'on appelait à l'époque, parce que comme les États successifs qui ont essayé de faire régner l'ordre en Corse, ils sont jamais parvenus. Je ne sais pas s'ils y arrivent toujours aujourd'hui d'ailleurs. Eh bien, le Corse, qui a toujours eu un énorme sentiment un besoin de justice, il ne pouvait pas compter sur l'État pour lui rendre une vraie justice. Il se la faisait lui-même. Dans un pays où il n'y avait pas de route, où il fallait se déplacer à dos d'âne ou à dos de mulet ou à cheval ou à pied, aller rendre la justice en haut des montagnes ou dans les différentes bergeries éloignées les uns des autres et à des journées de marche, des lieux où se trouvaient ceux qui avaient pour charge soit d'assurer la police, c'est-à-dire la gendarmerie, les voltigeurs, enfin passons, soit de rendre la justice, a conduit bien sûr à des attitudes d'autodéfense et de justicier, d'auto-justicier, qui expliquent cela. En fait, c'est un système dont on relève surtout évidemment les échecs, hein, c'est-à-dire des vendettes faisant 40-50 morts pour des points de départ dérisoires. Hein. Mais il faut voir que quand le système fonctionne, c'est plutôt un système de paix généralisée dû évidemment à la dissuasion, hein, à la menace permanente de la violence et de la montée aux extrêmes. Donc c'est vrai que globalement, c'était un système où on s'insultait, par exemple, assez peu, et où on se battait peu physiquement à cause de ce risque. Bon, mais c'est vrai que le jour où ça arrive, ça peut donner n'importe quoi. Hein. On cachait, par exemple, des fois des vendettes sous des faits anodins. Par exemple, on dirait il y a une vendette pour la patte d'un âne, ou on a tiré sur un âne, on lui a brisé la patte, il y a une vendette qui a fait 30 morts, par exemple. Souvent, c'était pas ça. L'excuse, c'était peut-être la patte de l'âne, mais c'était autre chose. Par exemple, un mari trompé n'ira pas dire « je me suis vengé parce que je suis trompé ». Il trouvera un autre prétexte, mais bon, le message, les gens, la communauté savait exactement pourquoi la vengeance avait eu
Donc aussi, moi je dis, il y a des choses en trompe-l'œil en Corse. La caricature, évidemment, c'est Astérix en Corse, mais Astérix en Corse, d'une certaine façon, la caricature n'est pas loin de la réalité. À un moment donné, on ne sait plus la raison pour laquelle on tue. Voilà, on tue un tel parce qu'il a tué quelqu'un qui est votre parent, ou qui était parent avec un des vôtres, etc., etc. Et on a une espèce de construction qui s'effectue. Et très souvent aussi, les affrontements sont à l'intérieur même des familles, c'est-à-dire que vous avez une famille importante, un clan familial, je pense par exemple au Rocazère, au Perrette, ou Lanfranc, qui est par exemple pour le sud de l'île, où vous avez à l'intérieur de ces clans familiaux, à un moment donné, une déchirure qui s'effectue. Et de cette déchirure, au moment de cette déchirure, ben vous avez, oui, une série de meurtres avec toujours la même idée, c'est-à-dire qu'un meurtre doit rendre au même niveau que l'autre. C'était une société violente, incontestablement. Et je crois que l'explication, pour le dire en 2 mots, même si j'y suis revenu déjà, pour le dire en 2 mots, l'explication c'est dans la dialectique entre l'intérêt commun, je ne dis pas l'intérêt public, n'est-ce pas, mais l'intérêt commun aux membres d'un groupe et l'intérêt individuel de l'individu. Et c'est la dialectique entre ces deux ressorts extrêmement forts qui explique la violence de certains des comportements. Tu connais ce couteau? Oui. Ce stylet, hein? Je t'en ai déjà parlé. Tu sais à qui il était? Oui. À qui? À mon arrière-grand-père. À ton arrière-arrière-grand-père. Ben, ce couteau, il a servi à la vendette, en fait. Donc, ils avaient une dispute avec une famille adverse au village, en haut, à Muccello. Donc, le grand-père, c'était quelqu'un de rude, c'était quelqu'un d'assez... méchant. Méchant, on peut dire. C'était pas un gars très gentil. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, un de ses fils, il est monté au bar, en haut, au village, et ils se sont disputés avec 2 des enfants de la famille adverse. Et les 2 garçons ont frappé donc le fils à ton arrière-grand-père. Ils l'ont frappé et ils l'ont laissé comme pour mort dans le caniveau. Comment? Ils l'ont tué? On lui a dit, pour l'instant, on croyait qu'il était mort en fait. Et donc il y a quelqu'un du village qui est descendu en vitesse prévenir ton arrière-arrière-grand-père. Donc il prend son stylet, celui-là. Il prend son stylet, il le met dans le pantalon et il monte au village. Et en montant au village, sur le chemin, il voit descendre les 2 fils de la famille adverse. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'embusque, il se cache, il sort, et quand les 2 passent, les 2 gars passent, il sort le couteau et il les tue les 2. Il les tue, et comme dans la vendette, après les autres voulaient se venger, il s'enfuit dans le maquis. Il va se cacher pendant un certain temps. Le maquis, ben, c'est dehors, tu vois, dehors quand tu regardes par la fenêtre, tout là-haut dans la montagne, d'accord? Les gens qui commettaient un crime, que faisaient-ils? Pour fuir la justice, prenaient le maquis. Hein, et Gênes était incapable de s'en saisir. Donc, et bien souvent, pour purger l'île de tous les bandits qui infestaient la campagne, que faisait-elle? Eh bien, elle décrétait un indulto, c'est-à-dire un pardon particulier au général, qui faisait que les bandits avaient la possibilité de fuir l'île, de quitter l'île et d'aller s'enrôler généralement dans les armées génoises, d'où ils revenaient quelques années après. Les Corses ont été poussés à aller vers l'extérieur, hors de chez eux, à cause de la difficulté à vivre chez eux. Et de tous les métiers, celui qui exige le moins de formation, c'est-à-dire celui où la force physique est la première des conditions, et le courage physique, sont les 2 premières conditions pour réussir dans ce métier, c'est le métier des armes. Alors, de tout temps, les Corses ont été recherchés justement pour ces qualités. Cela dit, ce n'était pas uniquement les Corses, puisque dans tout le bassin méditerranéen, les Carthaginois ou les Romains par la suite
ont recruté toutes sortes de nationaux pour justement alimenter leurs troupes, les légions romaines. Les Corses ne se donnaient pas aussi facilement, ce n'était pas comme ça que ça se passait, c'était simplement lorsque les puissances dominantes avaient un besoin, où il y avait des temps forts, que l'on procédait à des recrutements. Ça sera une constante que l'on retrouvera, y compris au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Il faut se souvenir qu'à peu près au XVIIe siècle, il y a environ entre 3 et 5 000 Corses qui sont engagés comme soldats dans toute une série d'endroits, 1500 pour Venise, 800 pour le pape, 800 pour la France, etc., etc. Donc ça finit par faire des chiffres importants. Donc il y a effectivement, ces gens-là reviennent avec leurs armes, leur armement, etc., etc., puisque les soldats du temps possèdent leur propre armement. Est-ce que c'est parce que l'on va aux armées que l'on prend l'habitude de le goût des armes et que lorsque l'on revient chez soi on importe des habitudes? Ou bien est-ce que on va vers le métier des armes? Et il y a en effet eu beaucoup de Corses qui ont pratiqué le métier des armes. On sait bien quels étaient les régiments corses dans toutes les armées de l'Europe. En Italie, bien entendu, mais aussi en France. Les gouvernements français et l'État français s'est parfaitement accommodé du fait que les Corses aient des armes. Il leur en a d'ailleurs donné. Il en a d'ailleurs donné pour aller se faire massacrer sur les champs de bataille quand on a ruiné ce pays et que la misère aidant, les gens s'engageaient dans les armées françaises. Que je sache, les armées, c'était les armées françaises. Le drapeau bleu, blanc, rouge qui a traîné sur tous les champs de la colonisation armait des Corses, des non-Corses, mais il s'en est trouvé beaucoup des nôtres qui se sont retrouvés sous l'uniforme, une arme à la main, portant eux-mêmes le fer de la colonisation ailleurs que sur leur terre, après l'avoir subi. Je me souviens d'un de mes maîtres d'histoire qui disait justement que les Corses étaient la colonne vertébrale avaient été la colonne vertébrale du colonialisme français, ce qui est un peu vrai. Et là, les Corses ont trouvé de quoi s'exprimer, comme ils le faisaient traditionnellement, un métier noble, considéré comme noble, le métier des armes. C'est parce que souvent, pas de formation, pas d'éducation, et donc, disons, c'était accéder à travers ça, à travers les armes, à une forme de promotion sociale. Mais sinon, moi je dis que c'est le reflet d'une situation économique qui n'est pas bonne. Pendant longtemps, la promotion extérieure, d'où on va ramener en fait de quoi s'imposer au village politiquement et par des constructions de maisons, etc., c'est quand même souvent l'armée. Le domaine de succès. Et je pense que ça a structuré aussi idéologiquement un certain nombre de valeurs de la société corse qui étaient déjà là. Mais enfin, un certain type de sens de l'honneur lié justement aussi à l'armement, la structuration par la menace d'affrontement est quand même très largement lié à cette tradition militaire, je pense. Toutes les guerres auraient été d'une autre nature si les tyrans avaient eu en face d'eux des armées. Je crois que c'est une vérité banale. Et les résistants du ciel se sont battus avec des armes contre les nazis. Et on oublie un petit peu l'apport des armes à la liberté. Il y avait eu la résistance ici, dans cette région par exemple. Les Allemands se sont affrontés aux Italiens, donc ils avaient laissé des armes qui traînaient de partout. Il y a eu des parachutages pendant la résistance. Les Anglais ont quand même parachuté environ 10 000 armes en Corse. Des mitraillettes Sten surtout, et des fusils mitrailleurs, je crois, Bren, je crois que c'était la marque. En plus, il y avait le matériel allemand aussi qui est très très bon, la Schmeischer. Les carcano italiens, donc il y avait déjà beaucoup d'armes. Il y a aussi des armes prises à l'ennemi, puisqu'au fond, au moment de l'armistice italien, il y a beaucoup d'armes italiennes récupérées. Il y a aussi beaucoup de gens, je pense, au moment de la démobilisation, après la défaite de 40, qui avaient conservé des armes.
dans combien de familles on pouvait voir des armes qui étaient des armes de la guerre de 40, voire de la guerre de 14, ou des armes d'ordonnance, etc. C'était tout à fait classique dans cette île. Il faut ajouter, en particulier pour la prolifération des armes, la dernière Grande Guerre, les phénomènes de la libération, les guerres coloniales qui ont vu les militaires corses en Indochine, en Algérie, ramener des cantines d'armes, pleines d'armes de toute nature, et puis ensuite le phénomène de la clandestinité, ce qui constitue en Corse un parc d'armes illégales, si on y ajoute les fusils de chasse, qui est véritablement très préoccupant. Et le milieu aussi, le milieu a toujours alimenté des armes en Corse aussi. Hein. C'est des voyous. Moi personnellement aussi, j'ai acheté beaucoup d'armes à des voyous. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient des cambriolages. Moi, je me rappelle d'un cambrioleur qui avait cambriolé le palais de justice de Bastia. Et il s'est emparé de toutes les armes à conviction qui étaient dans le coffre du palais de justice. Et il nous en a revendu une partie. Donc, voilà. Et puis bon, même des fusils mitrailleurs, aussi, je me rappelle un vol d'armes qu'il y avait eu à Toulon, une caserne avait été cambriolée, et on a récupéré une partie des pistolets mitrailleurs, c'était des MAT 49. Donc on les avait rachetés, nous, c'est nous qui les avions rachetés. Voilà. Donc aussi, le milieu a été un grand fournisseur d'armes en Corse. Je me souviens aussi, par exemple, un jour, une équipe de voyous qui était, comme il m'avait dit, puisqu'ils étaient à moitié corse, c'était les Corses du continent. Ils étaient venus faire la saison, comme ils disaient, ils avaient un accent marseillais, ils disaient on est venus faire la saison. Et à la fin de la saison, ils partaient, et donc ils rentraient chez eux, et ils m'avaient vendu leurs armes, avec lesquelles ils avaient braqué tout l'été. Si tous ces stocks étaient utilisés aujourd'hui, comme on le prétend, ça serait un carnage généralisé. Il faut croire que le Corse, pour reprendre l'expression bien xénophobe, le Corse est particulièrement, je dirais, britannique dans ses comportements, il est flegmatique, sans doute, pour ne pas utiliser tout ce qu'il a sous la main. Parce qu'on pourrait quand même se lancer dans des opérations de grande envergure. Pour l'instant, il apparaît que c'est de l'artisanat. C'est ce qu'on attaque avec ça. Oh là alors, là tu payes le coup, hein. Ouais. Quand on porte une arme aussi, c'est vrai qu'on détient un pouvoir de mort. Et ça, c'est quelque chose de fascinant. Parce qu'à tout moment, on peut donner la mort. Et c'est vrai que quand on réfléchit un peu, ça peut influer sur les comportements des gens. Certainement, l'arme à feu, ça donne évidemment un sentiment de puissance à l'homme qui la possède et sûrement un sentiment de frustration à celui qui la possède pas, qui va donc tout faire pour en posséder une. Au 19e siècle, il y a des gens qui se sont ruinés pour posséder un fusil. Parce qu'avoir un fusil dans une famille, c'était... on ne pouvait plus attaquer ma famille parce que j'avais un fusil. Vous voyez ? Donc, oui, ça donne certainement un sentiment de puissance. Je crois que ce sont des sentiments de peur, de manque de sûreté de soi et d'une façon de, comment dirais-je, de penser qu'on atteint un stade, surtout chez les jeunes, je l'ai vu, qu'on pense être adulte à partir du moment où on a les attributs de l'adulte. Et un des attributs, c'est l'arme. Vous savez la différence entre les jeunes de maintenant, malgré le fait que ça tue aussi, il ne faut pas nier l'évidence. Mais les gens de maintenant, ils y vont un petit peu à l'intox. Ils ont l'arme de poing à la ceinture, quelquefois ils la sortent pour intimider. Contrairement à nos aïeux, qui eux, quand ils la sortaient, c'était pour tirer. C'était le seul moment où ils sortaient l'arme, sans qu'on ne la voyait jamais. Si mon grand-père dégainait, je dis mon grand-père, ou sa génération, ou la génération de mon père, dès qu'on sortait l'arme de la ceinture, il fallait que le coup parte. Voilà, on ne la sortait pas. On n'essayait pas de s'intimider mutuellement. Là c'est autre chose. Là, c'est une forme d'intimidation. On met la main dessus, on la montre, comme pour dire, bon, mais tu vois, je suis armé, alors arrête-toi, etc. C'est un petit jeu, en fait. C'est aussi de montrer qu'on a la dernière sortie. Il y a une espèce de
snobisme quelque part, ou de rivalité, dire moi j'ai une arme qui est supérieure à la tienne, regarde comment elle est, on va l'essayer, tu vas voir, je tire, tu vas voir un peu ce que ça fait, montre-moi la tienne. Mais moi je m'en souviens déjà quand j'étais enfant, les gens tiraient, ils se réunissaient par exemple ici au village, chacun cherchait son arme et il tirait pour voir si les qualités de l'arme, si le fusil de chasse des fois à l'époque, hein, si les plombs étaient groupés ou pas, donc nous on allait, ils tiraient, nous on allait chercher la cible, on la ramenait, on regardait, on était enfant. Donc il y a ça aussi, cette façon de comparer les armes qu'on y tient, leur qualité. Ça faisait partie d'un passe le temps du village, c'était ça aussi. Il arrive parfois des catastrophes, parce que le jeune qui connaît peu ou pas la dangerosité d'une arme, il sort avec une arme pour d'abord les accidents, pour montrer aux copains, il tire, il sort, il fait un mouvement, l'arme est chargée, bon. Ensuite, ben, quand il y a bagarre dans une boîte de nuit, si on n'a pas d'arme, c'est bien. On prend 2-3 coups de poing, ou on en donne 2 ou 3, et puis c'est fini. Hein. Si vous avez une arme, c'est grave. Et malheureusement, ça, c'est une manie qui n'existe pas qu'encore, mais qui existe encore, il ne faut pas le cacher, qui est un des défauts de notre société corse, c'est vrai. Le bras de mer qui sépare la Provence et la Corse est un océan d'incompréhension. Ici, on a une petite législation, un petit peu, qui est en train maintenant, on est en train de revenir dans la normalité française. Entre guillemets française, parce que je considère que la Corse, c'est la France. On commence à arriver maintenant dans la normalité, mais il fut un temps où les lois étaient différentes. Il y a toujours des petits points où on est en opposition par rapport au continent. Au continent, on a le droit d'acheter 1000 cartouches par arme, ici c'est 200. Au continent, c'est 100. On reste 6 mois dans un club pour pouvoir acheter une arme. En Corse, on vous demande 1 an. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une façon de penser, le tir sportif, c'est une façon d'être. Moi, je connais beaucoup de gens qui font du tir, là, dans le club. Personne ne sort armé, ne sortent armés que les gens qui ont quelque chose à se reprocher ou qui sont en danger. Nous, on pratique le tir pour essayer pour nous détendre. Hein. Je vous disais, c'est un sport comme un autre. Maintenant, le fait de sortir armé, non, on n'éprouve pas ce besoin-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup pas seulement les jeunes, mais beaucoup de personnes qui ont essayé, par le biais de clubs de tir sportifs, par le biais de la chasse, d'avoir la possibilité d'acheter un fusil ou une arme de poing. Bon, je pense que c'est un peu général, mais ce que je suis en mesure de vous dire ici sans nuance, c'est que malgré l'actualité brûlante, malgré tout ce qu'on peut lire dans la presse, dans les médias, il n'a jamais été prouvé que c'était des armes de chasse ou des armes de tir qui alimentaient la délinquance dans notre pays, mais que c'était plutôt un réseau clandestin de vente d'armes qui se faisait, et à partir desquels on commettait des hold-up, on commettait des braquages, on commettait des meurtres, etc. Je crois qu'on a actuellement en Corse 3 types de criminalité qui s'ajoutent, qui parfois interfèrent. Parfois, il est très difficile de voir les motivations réelles, surtout si on n'arrête pas les gens, comme c'est quand même le cas la plupart du temps. Donc on ne sait pas qui a tué, c'est difficile de savoir pourquoi. Mais il y a à la fois une criminalité à l'ancienne, de gens qui tuent pour défendre leur honneur, croient-ils, ou parce qu'ils ont eu des problèmes avec leurs voisins, etc. Bon, mais ça existe encore, c'est devenu peut-être minoritaire. Ensuite, il y a des crimes crapuleux, comme il y en a partout, qui peuvent être liés, bon, je ne sais pas, se produire un jour de hold-up, ou pour voler quelqu'un, et enfin, il y a ces crimes politiques. Mais c'est vrai que souvent, il est difficile de faire la part des uns et des autres. Quand on a des meurtres non élucidés, bon, et bien pourquoi Je
crois qu'il faut sensibiliser l'opinion publique, il faut désinsérer le culte et la culture des armes de la société progressivement, il faut éduquer, mais il faut aussi réprimer. On rend peut-être plus service à un jeune en le désarmant et en lui mettant quelques mois de travaux d'intérêt général qu'en le laissant courir, en fermant les yeux, parce qu'un jour ou l'autre, il ira alimenter, soit comme victime, soit comme, des fois comme exécuteur, il ira alimenter la chronique des faits divers. L'arme, elle est la garante illusoire que votre bon droit sera respecté et vos intérêts défendus. Bien entendu, cette analyse met en cause d'abord l'État, qui est le maître du jeu en matière de sécurité, en matière de démocratie. Il a été défaillant gravement en Corse. Il y a eu une période où cet armement, en tout cas l'usage des armes a reculé, c'est la période de Paoli. Donc je crois qu'on voit que quand il y a un État reconnu qui essaie réellement de combattre ces systèmes, mais de manière juste, qui est vécu comme juste, ça peut marcher. Ceci dit, ça demande du temps. Là, en l'occurrence, la période de Paoli a été visiblement trop courte. Orva desventula stadio magintantu sotto alla somma per 100 anni un c'era sta calubudia. Alors, il n'y a aucune idée de désarmement des populations chez Paoli. Paoli sait très bien que le désarmement des populations serait à la fois contre-productif parce qu'il a une opposition contre Gênes, donc il est absolument impossible de désarmer les populations, alors que ce sont ces populations-là qui lui servent contre les Génois. Donc déjà, ça serait complètement idiot. Lorsque Paoli dit que la meilleure défense possible pour un peuple, c'est que le peuple soit lui-même armé pour se défendre, on voit très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que à ce moment-là, le peuple est armé pour une juste et bonne cause qui est effectivement de se procurer sa propre sécurité vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis donc des oppositions qu'il pourrait rencontrer. Donc il n'y a pas de lien, si vous voulez, direct entre le fait d'être armé et d'être violent. Par contre, bon, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est autre chose. On n'est pas dans le même cas de figure, tout simplement parce que il y a aujourd'hui la police, l'armée, etc., etc. Les questions ne se posent plus dans les mêmes termes. J'ai pensé, et je continue de penser, qu'il n'y avait pas, à ce moment-là, d'autre moyen que d'affirmer publiquement, avec le choix d'armes traditionnelles, c'est-à-dire de fusils de chasse, une position qui était totalement antagoniste avec les choix de l'État de l'époque. C'était une action manifestement illégale, c'était une action assumée, mais dont l'objectif n'était pas l'affrontement. Le choix des armes le montrait à suffisance. Mais malgré cela, quand on voit la façon dont ça s'est passé, on peut effectivement s'interroger. Il est certain que quand un événement comme celui-là fait irruption au plan national et international, avec tous ces fusils de chasse, aussi avec le déploiement de forces considérables, 2000 gendarmes, des armes automatiques, des hélicoptères lourds pour investir la cave, il est certain que ça crée une atmosphère de guerre, manifestement. Mais enfin, il ne faut pas oublier tout de même que cette manifestation venait en point d'orgue d'une contestation corse qui, en fait, malgré des liens très étroits entre la France et l'île, une contestation qui n'a jamais désarmé dans le temps. Larvée, plus ou moins violente, plus ou moins véhémente, incarnée dans les luttes de libération et d'émancipation nationale, la Corse n'a jamais admis, 250 ans après, le véritable corset d'étranglement qu'est le droit commun. Les années 70, c'est vrai que c'était des moments que nous avons vécu en Corse qui étaient très très intenses.
puis c'était pas simplement qu'en Corse. Les années 70, c'était dans le monde entier où il y avait des peuples qui se libéraient par les armes. Donc voilà, donc il y avait la voie révolutionnaire et puis bon, qui était à l'époque qui semblait payante, hein, puisque beaucoup de pays se libéraient. Et puis bon, aussi, il ne faut pas oublier qu'il y avait eu la mission Liberbo en Corse, où ils avaient dit que même 250 000 Corses, fussent-ils nationalistes, ne changeraient rien à la Constitution et ça n'amènerait pas l'autonomie. Donc quelque part là aussi, ça ne laissait pas tellement le choix. Hein. C'est une situation totalement bloquée qui a provoqué, je dirais, l'irruption sur le champ politique des méthodes dites de lutte armée. Les premières revendications que j'ai pu lire de l'aile dite radicale, qui était le FLNC, c'était le rétablissement, c'était mieux que ça, c'était pas le rétablissement d'un état de droit, c'était une moralisation de la vie publique, chose qui ressortait. Ce qui voulait dire quand même que le sentiment de ces gens était le suivant, ils étaient confrontés à une société où la corruption électorale, la corruption sous toutes ses formes existait, qu'elle était connue, sue et encouragée par l'État, pratiquée par les clans, et que le débat démocratique et que la lutte démocratique au sens où on la connaît, je dirais globalement, de manière internationale, eh bien, n'avait pas sa place et qu'il fallait user de moyens dits de lutte armée. Je ne pense pas que ces gens se soient levés un matin en disant « Tiens, je vais régler tous les problèmes avec une arme à la main ». À part la manifestation de l'IR, nous ne nous sommes jamais livrés à des actes violents, les armes à la main. Et jamais un seul de nos militants n'a été compromis dans des actions illégales. Mais par contre, en 1976 est né le Front de libération nationale de la Corse, le FNC, qui a fait de la lutte armée le moyen clé de la propagation de ces idées indépendantistes. Vous savez que l'antagonisme a toujours été très fort entre la démarche que j'incarnais avec mes amis et la démarche du FLNC, tant au niveau des objectifs que surtout au niveau du choix des moyens. Et les clandestins ont commencé à médiatiser avec des conférences de presse ce genre de manifestation armée. Je pense que là, il y a eu manifestation, à mon avis, excessive, qu'il y a eu inflation et qu'il y a eu dérive. La création du FLNC, le 5 mai 1976, répondait à la nécessité pour notre peuple de s'organiser afin de créer un rapport nouveau à l'État, en imposant la prise en compte de ses droits après l'échec d'Aléria et devant l'impasse autonomiste. Ce qui est de l'ordre de la mythification, c'est de se dire qu'on fait une conférence de presse et puis on prend une arme qu'on exhibe, et puis qu'à partir de là, eh bien, on a atteint un statut, et puis on envoie un message. Ce qui est illusoire. Ce qui est illusoire. Les forces qui gèrent la Corse aujourd'hui, encore une fois, un État, un gouvernement, sont armés, puissamment armés, ont une vieille pratique de ces phénomènes-là. Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est un peu puéril, parce qu'on même avec les armes qu'on brandit, par rapport à la puissance quand même que représente la France, militairement et au niveau armement, je ne pense pas qu'on puisse les inquiéter. Hein. Il faut être un peu sérieux. Bon, des fois aussi, c'est quelque part, c'est quand même aussi, souvent, on dit ici, on agit ou on fait des démonstrations par ricochet. C'est-à-dire que c'était aussi pour montrer un rapport de force entre nationalistes aussi. Voilà, des fois, donc, ça aussi, ça existe. Donc, on montre le plus grand nombre d'armes, le plus grand nombre de militants. Montrer qu'on est les plus nombreux sur le terrain et peut-être les plus armés. Ce qui ne veut pas dire qu'on est les plus capables, les plus décidés et les plus efficaces. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Un rebelle, un clandestin, une Kalachnikov, une tête de mort sur le front, la lutte armée, ça fait un peu Robin des Bois. Mais enfin, je pense qu'on n'est pas dans des signes patents de l'appartenance à la nation. Je crois qu'on peut retrouver des choses qui sont quand même dans la tradition corse, hein, la tradition du masque, de la cagoule, hein, etc., qui est d'une part celle des confréries, hein, quand même, depuis très longtemps, ou du catenaccio, et puis qui correspond aussi à une tradition de clandestinité qui a été oubliée, mais qui a existé au XIXe siècle. Il y a eu quand même les Carbonari qui ont été très importants en Corse. Il y a les Pinuti, qui sont une société secrète nationaliste aussi. Hein. Il y a peut-être un culte de l'homme armé, et un culte aussi de l'homme masqué, dans la mesure où c'est vrai qu'on est dans une société minuscule,
peu nombreuses, où il est difficile de faire quelque chose sans être vu. Pour ma part, je préfère d'autres signes d'identification qui sont le travail collectif, le respect des gens, le respect de la démocratie et le fait de tracer des balises qui vous inscrivent résolument à la fois dans le camp de l'ouverture, du progrès social et surtout de la modernité. Pour la vie, pour l'état de droit, pour la vie, pour l'état de droit, pour la vie, pour l'état de droit. Aujourd'hui, bien sûr qu'il peut y avoir, là, il pourrait y avoir potentiellement, je dirais, une sortie de ces pratiques, si tant est qu'elles soient complètement celles du passé. Ça voudrait dire que nous irions vers un état de droit. Mais ça, c'est à la communauté corse, dans une volonté, non pas un sentiment national, mais une conscience nationale. Et pas une nation avec un drapeau et pointe à la ligne, mais une société adaptée, une société juste profondément, qui pourrait répondre à ce sentiment de justice. Mais je pense que le problème de fond, parce qu'il s'agit d'un challenge qui est long, qui est difficile, pour désarmer la Corse dans son esprit et dans ses pratiques, ce qui est important, c'est de lui faire découvrir les avantages inégalables de la démocratie, de la vie en commun, du respect des gens, du respect du droit. Et je pense que dans les sociétés pacifiées, il y a autre chose que les armes pour régler les problèmes. C'est-à-dire que moi, un jour, j'ai compris une chose, c'est qu'on ne règle pas tout avec les armes. Ça m'a fait un peu de temps. Hein. Et croire qu'à tout moment, en exhibant une arme ou en s'en servant, on peut résoudre un problème, finalement, à un moment donné, on s'aperçoit aussi des fois qu'au contraire, on les complique et on ne résout pas les choses, au contraire. Et dans la durée, au contraire, c'est des choses qui durent beaucoup plus longtemps, en fait. Mais quelque part aussi, des fois, on est prisonnier de certaines situations ici en Corse.